Commencer par vous souhaiter la bienvenue à notre conférence sur la fraude sur Internet. Je vais commencer par me présenter. Mon nom, c'est Alain Pelchat. Moi, dans le fond, je suis policier à la Sûreté du Québec du poste de Dolbeau. Je suis ici avec ma consoeur Stéphanie Gauthier du poste de Roberval. Dans le fond, nous autres, on est policiers intervenants jeunesse, OK? Moi, dans la MRC Maria Chapdelaine, puis Stéphanie dans la MRC Domaine du Roi. Fait qu'on est ici pour vous donner des outils, pour des moyens de sensibilisation également concernant la fraude par Internet. C'est un phénomène grandissant. On s'entend tous qu'il y a quelques années à peine, l'Internet n'existait pas. Fait qu'avec les années, bien, il a fallu s'adapter. Les fraudeurs sont de plus en plus... il y a des fraudeurs qui sont très brillants. Souvent, ils ont rien que ça à faire à penser comment frauder les gens. Fait qu'ils ciblent des clientèles spécifiques, puis ils usent d'imagination pour essayer de nous frauder. L'utilisation d'Internet. En 2015, selon les statistiques, il y avait 86 % des Canadiens qui utilisaient Internet de façon active. Puis là c'est en 2015. Là, on est rendu en 2019. Je pense que le chiffre est encore beaucoup plus haut, là. Puis je pourrais vous dire que il y en a, au niveau des aînés, en 2015, c'était environ 52 % des aînés qui utilisaient de façon active l'Internet. Fait que, tu sais, je pense qu'en environ 4 ans, là, on a dû gagner quand même beaucoup de pourcentage. Fait que faut ça, on s'entend là qu'on est beaucoup actifs sur Internet, puis les personnes âgées, bien, encore plus, parce qu'à un moment donné, ils découvrent c'est un passe-temps, puis ça peut être agréable de toutes sortes de façons. Fait que le chiffre est sûrement beaucoup plus élevé que 86 %. Qu'est-ce que vous faites sur Internet? Les réseaux sociaux, Facebook, on le voit un petit peu, les services financiers, les achats en ligne, écouter des vidéos, c'est un beau terrain de jeu. Mais, comme on va voir tantôt, il faut faire attention. Par rapport à Facebook, est-ce qu'il y en a qui connaissent des gens qui ont été victimes sur Facebook? Moi, personnellement, je travaille au niveau des enquêtes, ça fait plusieurs années, puis moi, j'ai été témoin, puis j'ai participé à des enquêtes de gens qui s'étaient fait frauder à des montants jusqu'à 150 200 000 $. Des transferts d'argent qu'ils avaient faits à du monde pour toutes sortes de subterfuges qui n'étaient pas vrais, puis l'argent a disparu, puis souvent, ces gens-là sont pratiquement impossibles à retracer, en tout cas très difficiles. Fait que c'est pour ça qu'on va en jaser un petit peu tantôt, comment se protéger, parce que les enquêtes sont difficiles. Souvent, c'est des gens qui sont, des fois, qui sont même pas ici au Québec, au Canada. Fait que ça rend presque pas impossible là, de les retracer. Fait que la prévention est toujours mieux que la répression dans ces cas-là, parce que les enquêtes sont dures, mais... Oui, monsieur? On entend souvent parler que c'est des groupes d'outre-mer bien organisés, mais je vois rarement des nouvelles des gens qui se font fait prendre. On dirait qu'ils se font jamais prendre. C'est un petit peu ça, la problématique. C'est pas exclusif. Oui, dans beaucoup de cas, c'est des organisations... on entend parler, là, dans la Côte d'Ivoire, là, c'est vraiment documenté. C'est des réseaux organisés qui font toutes sortes de fraudes. Ils font de l'extorsion. C'est vraiment organisé. Puis, la problématique qu'on a, c'est que lorsque ça vient de ces endroits-là, nos lois, nous empêchent. On n'a pas de juridiction dans ces endroits-là. Fait que c'est extrêmement complexe. Puis, on ne peut pas partir puis prendre l'avion puis s'en aller puis aller essayer de retrouver ces gens-là. Souvent, ça prend des demandes d'entraide internationale. Fait que quand ça arrive dans un pays, exemple, une fraude qui arrive aux États-Unis, bien souvent, on va avoir l'aide des forces de police de ces pays-là. Fait qu'on est capable de faire de quoi. Mais quand c'est des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont régis à peu près avec rien, bien, on n'a pas de collaboration, on n'a rien. Fait que dans ce temps-là, c'est la prévention qui est le mieux.
Mais ce n'est pas exclusif à ces endroits-là. Les fraudes peuvent venir du Québec, peuvent venir de notre propre ville, peuvent venir des gens qu'on connaît. C'est vraiment pas exclusif, mais effectivement, une grosse partie, souvent, ça vient de l'extérieur. Puis plus on a de connaissances, plus on est capable de se protéger. Fait qu'on va le voir un petit peu au fil là, de la présentation. On va en parler un petit peu des types de fraudes qui existent. Il y en existe plusieurs. L'hameçonnage. L'hameçonnage, dans le fond, le nom le dit. Un hameçon, c'est pour piéger. On lance des perches, puis quand on est capable d'attraper quelqu'un, ben ils viennent d'attraper le poisson, dans le fond. Là. Les statistiques disent qu'environ 1 à 10 des gens se font prendre. Fait que c'est quand même beaucoup. Fait que si eux autres, ils essaient le fraude sur 1000 personnes, bien, s'il y en a juste 1 qui pogne, bien, c'est très, très bon pour eux autres. Fait que c'est pour ça qu'on utilise le terme d'hameçonnage. Dans le fond, c'est des envois massifs de courriels, des messages textes. Ça va répliquer des institutions financières. Fait que eux autres, ce qu'ils veulent avoir, c'est les renseignements personnels. C'est vos renseignements, vos numéros de carte, des choses comme ça. Fait que c'est ça que ça va se faire de cette façon-là. La fraude et le vol d'identité. Encore une fois, la fraude et le vol d'identité, bien, c'est de réussir à avoir l'identité des gens pour ensuite de ça, soit vider le compte ou soit créer des fausses cartes de crédit. Fait que c'est une pratique qui est assez répandue. La fraude par le marketing de masse, puis l'arnaque informatique, puis la fraude des grands-parents spécifique aux aînés, on va le voir aussi. Ça, c'est de plus en plus un problème, on le voit de plus en plus. Puis on va voir un petit peu tantôt les raisons pourquoi que ça arrive. Il y a de plus en plus de personnes âgées. Puis vous avez des caractéristiques spécifiques qui font que les fraudeurs s'attaquent à vous autres. C'est pas négatif, c'est des belles caractéristiques, mais qui font souvent que les aînés sont des proies, des fois, un peu plus ciblées par les fraudeurs. L'hameçonnage, comme je parlais tantôt, c'est l'envoi massif de courriels ou de messages textes. Puis ça représente souvent les institutions financières ou des organismes. Comme je disais tantôt, c'est de soutirer des renseignements personnels et financiers de nature confidentielle. Écoutez, moi, personnellement, là, j'en reçois à la tonne de ça. Probablement que vous en avez déjà reçu aussi. Normalement, c'est un courriel qui va être envoyé, puis ça va représenter l'institution financière ou un organisme public. Eux autres, ils vont prendre un petit peu le même gabarit que, mettons, Desjardins, le site de Desjardins. Puis, après ça, eux autres, ils vont envoyer ça à plein de monde en disant des genres de phrases comme vous avez un problème dans votre compte, on a décelé une anomalie, il faudrait que vous vous connectiez pour aller vérifier. Il y a un sentiment tout le temps d'urgence qui fait qu'on vous pousse à vous faire peur un peu puis à aller vérifier. Dans les courriels qui vont être envoyés, il va toujours avoir un hyperlien pour cliquer, pour se rendre sur le site en question. Effectivement, le site qu'ils vont vous envoyer ne sera pas un vrai site. Ça va être un site qui va être contrefait. Fait que, à partir de là, bien, ça va vous demander de rentrer vos renseignements personnels. Puis, bien, quand vous rentrez vos renseignements personnels, bien, vous leur donnez tout ce qu'ils veulent avoir, c'est-à-dire votre nom, votre adresse, vos numéros de carte de crédit, vos numéros de compte avec vos mots de passe. Fait que, écoutez, pour un fraudeur, là, c'est merveilleux, là, c'est le jackpot, là. Fait qu'eux autres, ils vont s'en aller, puis ils vont se connecter sur le vrai site de Desjardins. Ils vont rentrer ce que vous venez de leur donner, puis ils vont vider votre compte ou ils vont faire transférer l'argent à des endroits que nous autres, c'est difficile d'accès. Puis ça peut être des courriels, Vidéotron. Puis dernièrement, là, on a entendu parler, puis on a vu passer souvent l'Agence de revenus du Canada. Là. Puis là, ils vont vous dire que vous avez... soit que vous avez un solde ou qu'ils ont de l'argent en trop qu'il faut qu'ils vous remettent. Puis là, ça leur prend les détails pour faire ça. Là. Fait que ça, on a vu passer ça dernièrement. Là. Fait que ça ne sera jamais fait par courriel comme ça. Ça va être des gens qui vont vous appeler ou ça va être une lettre qui va vous être envoyée de la compagnie directement. Ça ne sera jamais fait de cette façon-là. Eux autres, là, les fraudeurs, ils vont utiliser ils vont prendre le logo de la compagnie, ils vont mettre ça dans le courriel. Puis souvent, vous remarquerez, un des indices, c'est que ça va être généralisé. Ça ne sera pas « Monsieur un tel », ça va être « cher client », comme c'est marqué là.
Fait que ça vous démontre que c'est pas envoyé à vous personnellement, là, que c'est envoyé en masse là, à tout le monde. Là. Déjà en partant, ça, on voit qu'il y a un petit quelque chose qui cloche. Là. Comment se protéger de ça? Bien, on vient de le dire, les institutions financières, ils communiqueront jamais avec vous par courriel pour obtenir vos renseignements personnels. Ça, de base, mettez-vous ça dans la tête, ça n'arrivera pas, ils le font pas. Et de un, parce qu'ils savent qu'il y a de la fraude comme ça, fait que c'est banni, les autres, ils ne feront jamais ça. OK? Fait que n'embarquez jamais à pieds joints dans un courriel qui vous demande de rentrer vos détails. Ça, là, c'est un gros signe rouge, là, qu'il faut que vous ayez en tête immédiatement. Ensuite de ça, soyez attentifs aux fautes d'orthographe et aux adresses courriels de provenance douteuse. Les fraudeurs, ce n'est pas nécessairement les gens qui sont les mieux instruits non plus. Puis souvent, ils vont faire vite, puis il va souvent y avoir des erreurs dans les courriels au niveau des fautes d'orthographe. Écoutez, là, les institutions financières, là, normalement, là, je vous dirais que sont assez à page là-dessus, puis ils ne feront pas trop de fautes d'orthographe, là, en général. Mais vous seriez surpris de voir des courriels envoyés par des fraudeurs, des fois, là. Puis souvent, des fois, c'est traduit d'anglais en français parce qu'ils vont envoyer ça en anglais. Puis ensuite, ils vont envoyer ça à du monde en français. Fait qu'ils vont faire des traductions là, par Google, puis ça va sortir un peu tout croche, puis eux autres, ils ne prennent pas le temps de regarder ça. Là. Ça, c'est un son de cloche, là, où là, ça ne marche pas. Fait que c'est un autre signe rouge là, que vous avez dans ce temps-là. Puis avant de fournir le moindrement des renseignements, vous contactez l'institution ou l'organisme qui est en cause. Ça, là, c'est la meilleure chose à faire. Si, exemple, Revenu Québec ou Revenu Canada vous contacte, puis vous avez un solde à payer, puis là, dans le courriel, c'est quasiment marqué que si vous ne payez pas en dedans de 2 semaines, l'agence va débarquer chez vous, là, quasiment pour vous perquisitionner. Bien, appelez dans ce temps-là. Il y a un numéro de téléphone. S'il n'y a pas de numéro de téléphone, s'il y a un numéro de téléphone dans le courriel, appelez, vous allez voir tout de suite quel genre de personne où ça va vous répondre. Souvent, il n'y en aura pas. Bien là, c'est facile à trouver, le numéro de l'Agence du revenu. Là. Fait que vous appelez, vous dites, moi, je viens de recevoir un courriel de l'agence, comme quoi que je dois de l'argent. Eux autres, là, ça va leur faire plaisir. Ils vont dire, attendez un peu, on va aller vérifier dans votre dossier. Ça va prendre 5-10 minutes. Puis, ils vont dire, non, il n'y a absolument rien. Puis là, ils vont vous redire qu'on n'envoie jamais ça par courriel en plus. Fait que là, ça va arrêter. Là, c'est peut-être une question de 5-10 minutes là, qui va vous permettre peut-être de sauver 500 000 qu'ils voulaient vous faire payer en sentiment d'urgence. Appelez les institutions, que ce soit l'Agence de revenus, Vidéotron, peu importe. S'ils vous demandent des renseignements personnels, appelez, parlez directement avec une personne. Puis appelez en trouvant le bon numéro, pas nécessairement sur les numéros, sur les courriels, parce que ça peut être frauduleux également. Là. Même eux autres, là, ils ont des back-checks, comme on dit. Là. Fait qu'ils n'arrivent pas, puis ils ne rentrent pas dans le compte qu'on leur dit. Là. C'est très, très contrôlé. Là. Moi, si j'appelle, puis on le fait régulièrement, là, c'est qu'ils vont me demander tous mes détails, ils vont me demander des affaires qu'il y a juste moi qui sais. Ne cliquez jamais sur les liens contenus dans les courriels douteux. Dans le fond, c'est comme on disait un petit peu tantôt, c'est falsifié. Fait que si vous recevez un courriel, puis ils vous disent de vous connecter sur votre compte, exemple, Vidéotron, parce qu'ils disent que vous avez une facture impayée, puis là, ça presse, puis ils vont vous faire une mauvaise note de crédit. Eux autres, là, le but, là, c'est pas que vous ayez dans votre vrai compte, parce que vous allez le voir que c'est pas vrai. Fait qu'ils vont vous mettre toujours un beau lien que vous avez juste à cliquer dessus pour aller sur le faux site en question. Fait que, au moins, si jamais vous décidez de le faire pareil, bien, au lieu de cliquer sur le lien, si c'est votre compte Vidéotron, au lieu de cliquer sur le lien qui est inclus dans le courriel, sortez de là, allez dans vos favoris ou probablement que vous avez déjà enregistré le lien pour aller sur le site, ou mettez-les directement, parce que souvent, ça va être des hyperliens comme www.videotron.ca ou .com. Fait que rentrez-les directement ou allez dans vos favoris que vous savez que c'est vraiment le site que vous avez déjà rentré, puis accédez-y par cette façon-là. Fait que ça, c'est plus sécuritaire. Puis là, vous allez voir un coup dans votre compte qu'il n'y a pas de problème, tout est beau, mais cliquez pas sur les hyperliens parce qu'eux autres, c'est ça qu'ils veulent, vous envoyer sur des sites qui sont pas vrais. Fait que c'est une chose à faire.
Vérifiez souvent vos relevés bancaires afin de reconnaître rapidement les transactions suspectes. Effectivement, c'est important de vérifier nos relevés. Des fois, il peut y avoir il va y avoir des affaires qui vont passer. Vous avez fait quelque chose que vous ne vous rappelez pas. Vous pensiez que tout était beau, mais finalement, c'est une fraude. Mais si vous ne vérifiez pas vos états de compte ou régulièrement, bien, vous ne verrez pas nécessairement passer. Fait que des fois, à un moment donné, bien, vous allez vous avoir fait frauder. Puis si vous ne les avez pas vérifiés, bien là, vous n'en rendrez même pas compte. Puis là, l'autre compte va arriver, puis la transaction de 250 $ va avoir passé, puis elle va passer dans le beurre un peu. Fait que c'est important de vérifier nos transactions le plus fréquemment possible. Surtout au niveau des cartes de crédit. On peut se faire frauder sans même rien faire, là. Moi, ça m'est arrivé personnellement. Moi, j'avais passé ma carte à Dolbeau, probablement, exemple, aux alentours de 9 heures. Puis, il y a une transaction qui était faite avec ma carte dans un guichet automatique à Montréal, peut-être à 9h30. Fait que le système, lui, là, il s'est dit, là, ça marche pas. Là. Il a pas fait Dolbeau Montréal en une demi-heure. Là. Fait que ça arrêtait là. Moi, quand je suis arrivé pour faire ma transaction, ça n'a pas passé. Fait que la carte a comme été bloquée. Fait que j'ai appelé, puis effectivement, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il y a eu une transaction frauduleuse. Ma carte a été probablement dupliquée ou clonée. J'ai été remboursé par l'institution financière. Là-dessus, là, vous n'avez pas à avoir crainte. J'en profite pour en parler parce que les institutions financières, au niveau des fraudes, vous allez toujours être remboursé, sauf effectivement si vous n'avez pas pris des mesures minimales de protection. Là. Exemple, les les mots de passe. C'est sûr que les institutions financières vont exiger minimalement des mots de passe là, plus que 1, 2, 3, 4, 5. Là. Ou votre date ou votre numéro de téléphone ou votre date de naissance. Ça peut arriver que ça ne passe pas. Okay? Ça, je ne sais pas si tout le monde est au courant, là, mais si vous avez des mots de passe, c'est pas obligé d'être 24 chiffres et de lettres mélangés avec des symboles, sauf que un minimum, il ne faut pas que ça ressemble à des choses qu'on a personnelles. Là. En terminant, là-dessus, vous ne devriez jamais envoyer de renseignements personnels ou financiers par courriel. Jamais, jamais, jamais. Ni entrer dans des formulaires qui vous envoient ou même par courriel directement. Là. À proscrire absolument. La fraude et le vol d'identité. Dans le fond, c'est comme on disait tantôt, c'est s'approprier les renseignements personnels d'autrui à des fins criminelles. Puis la fraude à l'identité, c'est l'usage frauduleux de ces renseignements personnels-là. Okay? Beaucoup, beaucoup répandu depuis plusieurs années, les fraudes d'identité, c'est un gros problème. Les gens vont essayer de prendre des identités de d'autres personnes, vont faire des demandes souvent de cartes de crédit à leur nom. Puis ensuite de ça, vont utiliser ces cartes-là, vont monter des gros bills et des sommes qui ne seront pas remboursées. Puis là, bien, à un moment donné, bien, on reçoit des lettres à la maison comme quoi qu'on doit de l'argent, puis qu'on a fait des achats, puis pour se rendre compte à un moment donné que notre identité a été utilisée. Puis nous autres, on n'est pas au courant de rien. Nos codes de crédit sont affectés parce que là, on a monté des comptes qu'on n'a pas payés. Puis là, c'est dur de rattraper tout ça. Là. C'est compliqué. Puis ça refaire une code de crédit, essayer d'expliquer que c'est de la fraude. Puis, tu sais, à la base, ben, on est suspect dans tout ça. Puis là, c'est à nous autres à se défendre. Puis c'est compliqué, là. Les réseaux sociaux, quand c'est bien utilisé, c'est merveilleux, c'est un bijou. Mais c'est important de mettre les paramètres pour rendre accessibles nos affaires aux gens qu'on veut que ça soit accessible. C'est pas difficile, c'est du zigonnage un petit peu dans les paramètres, mais Facebook a fait ça de plus en plus facilement. C'est moins compliqué que c'était avant. Mais allez vérifier qui sont capables de voir vos affaires, vos photos, vos publications. Tu sais, c'est le fun d'envoyer des photos. Notre famille est là-dessus, vos petits-enfants sont là-dessus. Vous avez plein de nouvelles de monde. C'est hyper le fun, c'est vraiment pratique. Puis, sauf qu'il y a un minimum de protection à avoir, comme on disait tantôt. Le paramètre de base est souvent à ça, là, à être accessible à tout le monde. Fait que vous pouvez la rendre accessible minimalement, je vous dirais, à vos amis, au monde que vous avez entré dans vos amis,
Fait que de cette façon-là, il n'y a pas un inconnu qui va venir pitonner votre nom et qui va voir vos photos. Puis vous pouvez mettre des personnes en particulier ou des groupes en particulier. Vous pouvez vous créer facilement la famille une telle, famille un tel, puis après ça, vous mettez une photo, vous décidez de la partager, mettons, dans une famille en particulier. Bien, les autres gens dans votre Facebook ne la verront pas, même si vous êtes amis avec eux autres. Vous pouvez l'envoyer. Fait que, tu sais, il y a plein de paramètres. Fait que, des fois, là, c'est pas dur, puis ça nous protège un peu que tout le monde vienne voir nos affaires, là. Souvent, c'est dans l'onglet en haut à droite, là. Il y a comme un petit rond avec des dents, là, c'est les paramètres. Vous cliquez là-dessus, vous allez voir confidentialité. Puis là, ça va vous montrer accessible à tout le monde, vos amis, les amis de vos amis, ou, tu sais, minimalement, vous mettez vos amis, cliquez vos amis. Puis à ce moment-là, vous êtes sûr au moins qu'il y a juste le monde que vous avez mis comme amis qui vont les voir, minimalement. Après ça, vous pouvez tout détailler ça, vous pouvez mettre des groupes. C'est pas compliqué, mais minimalement, là. Fait que la fraude, le vol d'identité, c'est le partage volontaire ou involontaire de vos renseignements personnels, exemple Facebook, courriel, site d'achat non sécurisé. Fait que, tu sais, vous allez mettre vos informations, comme on disait tantôt, sur Facebook. Il y en a sur Facebook là, qu'on retrouve accessible à tout le monde, les adresses, le numéro de téléphone. Tu sais, là, il y en a là, que c'est open, là. Fait que les fraudeurs, ils prennent ça à ces endroits-là. C'est sûr que si vous partez en voyage, mais qu'il y a juste votre parenté qui le voit, tu sais, c'est pas trop pire, là. Le problème, c'est que si tout le monde a accès à votre Facebook, puis vous mettez ça, là, c'est problématique. Mais comme je disais, si on sécurise, puis c'est juste le monde de notre parenté qui voit qu'on est parti en voyage parce qu'on veut aviser les gens de notre famille qu'on part en voyage, c'est normal. Là, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, là. C'est toujours une question de qui voit quoi. Oui, madame? Là, c'est beau, vous parlez de Facebook, mais concernant les photos, si je vais sur Google Images, puis je marque le nom d'une personne, souvent, ça sort. Oui, mais les photos qui sortent, souvent, c'est les photos qui vont avoir été accessibles. Ça. Mais comment, dans Google, y a-t-il aussi des paramètres qui nous permettent d'avoir de la sécurité? Google, ça va répertorier tout ce qu'il y a sur Internet. Tous les sites, c'est pour ça qu'il y a une indexation, c'est pour ça qu'il y a une façon de rechercher des sites facilement. Tous les sites Internet vont être indexés sur Google. Google, ça scanne l'Internet, là, puis après ça l'indexe tout dans le moteur de recherche. Les photos, c'est la même chose un peu. Les photos qui sont rendues publiques sont comme indexées par Google, puis ils sont mis dans les Google, parce que tu as Google Photos, tu as Google Images. Fait que ces photos-là, si sont privées, Google n'aura pas accès à ces photos-là. Ils apparaîtront, c'est impossible qu'ils se ramassent sur Google Images. S'ils sont protégés, ils sont dans notre Facebook privé. C'est sûr que, comme on disait tantôt, si vous mettez des photos publiques, ça peut arriver qu'à un moment donné, ça soit scanné par Google puis que ça se ramasse. Mais à ce moment-là, il y a moyen de les faire enlever par Google. Normalement, on clique dans les paramètres sur la photo, puis il va y avoir des liens facilement pour mettre comme quoi qu'on veut faire enlever ça parce que ça nous représente, puis on ne veut pas que ça soit là. Ça se fait, là. Les informations recherchées par les fraudeurs au niveau du vol d'identité, eux autres, ils ont besoin nom complet, date de naissance, numéro d'assurance sociale, l'adresse intégrale, le nom de jeune fille de votre mère, nom d'utilisateur et mot de passe et les services en ligne, données de carte de crédit, numéro de compte bancaire et numéro de passeport. Nom de jeune fille de la mère, vous savez pourquoi? Parce que c'est souvent une question, ça, qui nous est demandée. Il y a toujours des petites questions, là, souvent quand on rentre sur une place, là, puis qu'ils veulent confirmer l'identité, le nom de jeune fille de la mère, c'est souvent demandé. Fait qu'eux autres, bien, ils veulent l'avoir parce que s'ils se le font demander, bien là, ils vont le rentrer là. Fait qu'eux autres, tout ce qu'ils sont capables d'avoir là-dedans, là, ça va leur servir, après ça, à vous frauder, à rentrer sur les sites, à rentrer sur vos sites ou à créer des comptes, à créer des faux comptes, à demander des cartes de crédit dans des casiers postales qui vont être à votre nom. Fait que ça, c'est de l'information qu'eux autres, ils veulent avoir. Fait que ça, c'est à protéger, là, cette information-là. Comment se protéger? Ne jamais divulguer de renseignements personnels ou financiers par courriel, comme on disait tantôt. Rappeler directement au site, appeler directement les personnes avec les bons numéros de téléphone, mais envoyez jamais ça par courriel ou rentrer ça sur des sites dont vous avez reçu par courriel. Les sites qui proviennent des institutions financières directement, c'est très sécure, là. Je ne veux pas faire peur
du monde ici, là, si vous allez sur le site de Desjardins, sur le site de... les gros sites, là, il n'y a pas plus sécure que ça, là. C'est encrypté, c'est chiffré, ça n'a jamais été percé. Il n'y a aucun fraudeur qui était capable de rentrer dans le site de Desjardins puis de rentrer dans les comptes des clients puis de partir avec l'argent. Ça n'a jamais arrivé puis ça n'arrivera pas non plus, là. Fait que ça, là, vous pouvez dormir en paix là-dessus. C'est sûr et certain que ça n'arrivera pas. Mais il faut s'assurer d'être sur le bon site. C'est ça qui est important. C'est rentrer directement les adresses ou quand vous rentrez l'adresse une fois, si vous voulez aller sur Desjardins, bien, vous rentrez l'adresse directement. Puis après ça, bien, souvent, on va le mettre dans nos favoris. Fait que là, l'adresse qui est dans nos favoris, bien, c'est l'adresse qu'on a rentrée la première fois, qu'on sait que c'est le site. Fait que de cette façon-là, on est sûr de toujours être à la bonne place. À partir de là, bien, il n'y a pas de problème. Oui, M. Régent? Pour savoir si un site est sécurisé, il faut voir HTTPS. Exactement. Ça veut dire qu'il est sécurisé. Entre autres, c'est une bonne façon. Il y a un petit cadenas, exactement. Mais c'est quand même à faire attention parce que un fraudeur peut vous emmener sur un mauvais site qui est sécurisé. Parce que sécuriser un site Internet, ça se fait quand même bien, là. C'est des clés qui agitent, là, sans rentrer dans les détails, c'est complexe un petit peu, mais les commerçants, ils payent pour faire sécuriser le site. Mais dites-vous que n'importe quel fraudeur peut sécuriser son site. Fait que si je fais un faux site de Desjardins, puis je vous envoie là, à mon site à moi qui est frauduleux, je peux avoir mis je peux l'avoir sécurisé, là. Fait qu'il ne faut pas nécessairement que vous fiez juste à ça. Vérifiez vos états financiers fréquemment. Vérifiez votre dossier de crédit. Ça, c'est une affaire qu'on ne pense pas faire. Equifax, on peut le demander, notre dossier de crédit. Ça nous appartient, là. C'est notre dossier de crédit. Fait qu'en allant sur le site d'Equifax, il y a une procédure pour l'obtenir. Ils vont vous l'envoyer. Je pense qu'il y a quelques dollars de frais, là, mais une fois de temps en temps, ça permet de voir un peu là, s'il y a passé quelque chose là, de spécial, là. Eux autres, là, ils vont nous envoyer un état vraiment de tout notre crédit, là. Puis on va voir là, si jamais, des fois, notre identité aurait pu être utilisée sans qu'on s'en ait rendu compte, là. Changer régulièrement de mot de passe. Là, vous allez me dire, les mots de passe. Il y en a. Ça n'a pas jeté. C'est vraiment... je vous dirais, là, en tout cas, moi, je ne sais pas pour vous autres, mais moi, là, je suis tanné là, des mots de passe. Je dois en avoir à peu près 95. Puis là, bien, il faut s'en rappeler. Puis là, bien, ils nous demandent tout le temps que ça soit de plus en plus sécure. Une lettre, un petit chiffre, un symbole. Et là, ça... Fait que, mais effectivement, je vous dirais que le changer fréquemment de mot de passe, c'est la base. Même si ça vient lourd, mais c'est une question de sécurité. Puis parce que, encore une fois, sans pousser trop loin là-dessus, c'est qu'il y a des logiciels qui existent qui vont screener les comptes, puis ils vont essayer ils vont rentrer des mots de passe aléatoires dans le fond, là. C'est qu'ils vont s'ils vont tomber, mettons, sur un nom d'utilisateur que vous utilisez pour rentrer quelque part, dans un site en particulier, puis le logiciel, eux autres, ils vont screener des mots de passe. Ils vont commencer par 0001, 0002, puis ça va être rentré, mais c'est pas fait à la main, là. C'est comme un logiciel qui fait ça là, à millisecondes, là. Fait qu'ils vont les essayer là, jusqu'à temps qu'à un moment donné, il arrive au bout de toutes les possibilités qu'il y a. On s'entend que des possibilités, il y en a. Là. Si on rajoute un chiffre ou une lettre, là, il y en a. Ça va prendre une éternité avec le logiciel va tomber dessus. OK? Sauf que plus votre mot de passe est facile, bien, plus si un logiciel scanne votre compte, bien, si vous mettez 1, 2, 3, 4, ça peut arriver que le logiciel le trouve assez facilement, là. Mais si vous mettez un P majuscule avec 1, 2, 6, 8, puis avec un point d'exclamation, il y a besoin de se lever de bonne heure le logiciel pour le trouver. Sauf que plus longtemps vous le laissez là, plus longtemps qu'à un moment donné, le logiciel peut le trouver. Fait que si vous le changez fréquemment, bien, ça va toujours être à recommencer. Puis si jamais vous tombez sur un de ces logiciels-là, bien là, vous allez être sûr de jamais vous faire prendre. Oui, madame? Je voulais savoir si PayPal, c'est sécuritaire, parce que je vais vous donner un exemple là, qui m'est arrivé.
Moi, je participe à des sondages comme chez Léger, là, et puis ils sont rémunérés. Puis quand j'ai voulu me faire payer l'autre fois, il fallait absolument que je passe par PayPal. Puis chez PayPal, ben, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une erreur, mais je ne l'ai jamais reçu. Fait que, est-ce que PayPal, vous avez connaissance que c'est sécuritaire ou... PayPal, là, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est PayPal, c'est considéré comme une des plus grosses banques au monde parce que ça a le statut de banque. PayPal, c'est un moyen extraordinaire, là, OK? C'est utilisé par des millions de personnes dans le monde. On va lier notre compte de banque à notre compte PayPal ou on va lier une carte de crédit. Les achats qu'on va faire vont être faits par PayPal, ils ne seront pas faits directement par nous. C'est comme un intermédiaire. OK? Fait que si des fois, on va pratiquement tout le temps avoir l'opportunité de payer soit par carte de crédit ou soit par PayPal. Si vous n'êtes pas à l'aise de payer directement avec votre carte de crédit, parce que là, vous ne savez pas trop, PayPal, là, c'est un moyen qui est très, très bon. Le commerce avec lequel que vous allez faire affaire n'aura jamais votre numéro de carte de crédit. C'est PayPal qui va payer le commerçant. Fait que si c'est un fraudeur, puis que vous rentrez sur une boutique, puis vous faites un achat, vous donnez votre carte de crédit, bien, oui, ça pourrait arriver que si c'est une fraude, si c'est un site qui est frauduleux, ça pourrait arriver qu'après ça, ils servent de votre carte de crédit pour faire plein d'autres achats, puis là, vous montent un bill. Tandis qu'avec PayPal, ça n'arrivera pas parce que c'est PayPal qui va payer le commerçant, puis lui, il n'aura jamais accès à votre carte de crédit. Puis PayPal, ils ont une option de protection, c'est-à-dire que vous pouvez, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, PayPal va vous rembourser. Mais ce que je vous dirais là-dessus, c'est qu'à l'instar des autres sites, PayPal peuvent être copiés. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui vont faire des sites qui ressemblent à PayPal, au même titre que votre institution financière. Puis, ils vont vous demander de vous connecter. Puis moi, j'en reçois là, un paquet. Là. Ils vont me dire, bien, vous avez une transaction qui a passé dans votre compte PayPal de telle affaire. Puis c'est pas vrai, je n'ai pas fait de transaction. Connectez-vous pour aller vérifier. J'en reçois là, un paquet, là, moi, personnellement. Là. Moi, je sais les transactions que je fais par PayPal, puis je ne vais pas vérifier, je flush ça, puis tout de suite. Là. Mais PayPal, là, il y a beaucoup, beaucoup de fraude qui se fait, mais le site en tant que tel, c'est merveilleux. Là. Oui, madame? Aussi, il y a la possibilité, si vous n'avez pas une carte de crédit avec PayPal, ce qui fait super bien, c'est que vous pouvez la lier directement à votre compte bancaire aussi. Exact. Et vous mettez un maximum. Par exemple, vous dites, bon, il ne peut pas aller chercher rien de plus que 200 ou vous mettez le maximum d'argent que vous voulez. Fait que même s'il y a une transaction qui se fait, bien, si c'est en haut de ça, elle ne passera pas. Vous pouvez lier une carte de crédit ou votre compte. Fait comme ça, vous payez jamais directement à partir de votre compte ou à partir d'une carte de crédit. Les fraudes par marketing de masse. Dans le fond, c'est une fraude qui se présente souvent par courriel ou par message texte. Puis c'est de convaincre de verser un montant d'argent à l'expéditeur. Okay? C'est le but, là, c'est qu'ils veulent avoir votre argent. Comment ça se présente? Il y a les fraudes nigériennes, il y a des offres de prêt, il y a des loteries ou des concours, ça va être des fois des dons de charité ou des ventes de biens et services. Ils vont vous envoyer souvent des courriels, comme on disait tantôt, là, souvent des fois, là, ça va être écrit tout croche, les logos vont être embrouillés un peu parce qu'ils vont avoir fait un copier-coller du logo. Quand vous allez avoir un courriel, un vrai courriel de Desjardins, là, le logo, là, il sera pas tout brouillé, là, dites-vous ça. Là. Fait que souvent, il va y avoir des erreurs là, dans l'écriture. Les polices d'infos de caractère vont être plus gros, plus petits, puisqu'ils vont faire, comme on disait tantôt, du copier-coller. Il va y avoir des erreurs, des choses comme ça. Comment se protéger de ça? Ne dépensez pas d'argent pour recevoir un prix au Canada. Les prix sont toujours gratuits. OK? Si vous gagnez quelque chose, ils vont vous l'envoyer, ils ne vous chargeront pas une scène. Ne payez pas pour les produits et les services avant de les avoir reçus lorsqu'on vous sollicite. Quand il y a du monde qui vous envoie des offres, exigez toujours d'avoir les articles avant puis de payer après. Sur réception. Parce que ça va vous assurer un minimum de... vous l'avez l'article, là. Parce qu'on peut toujours demander une livraison contre paiement. Ça se fait, la personne, on va chercher notre colis au centre de service postal, puis à ce moment-là, c'est là qu'on va payer pour le prix de l'article.
Puis, ça nous permet de vérifier avant, est-ce que l'article est vraiment là? On peut, vous pouvez voir, déballer la boîte, puis regarder, puis oui, c'est-tu vraiment ça? C'est ça, bien, vous payez, puis c'est pas ça, il n'y a rien dans la boîte, ou c'est pas ce que vous avez demandé. Regarde, renvoyer ça à l'expéditeur, puis il va se ramasser avec les frais, puis avec les troubles. Avant de faire un don de charité, vérifiez que l'organisme de bienfaisance est enregistré auprès de l'Agence de revenus du Canada. Des fois, on va te solliciter pour envoyer de l'argent pour toutes sortes de causes, puis on veut bien faire. Hein? Encore là, ils viennent axer sur notre générosité. Puis, mais une petite vérification. L'Agence de revenus du Canada, là, les organismes sont tous enregistrés. Puis c'est facile pour eux autres de vérifier. Ils vont vous le dire tout de suite. C'est un minimum. Si vous envoyez de l'argent, c'est de l'argent que vous avez à vous, puis vous avez durement gagné, puis c'est parfait que vous vouliez en donner à des gens qui en ont besoin, mais vérifiez minimalement si vous envoyez ça aux bonnes personnes. Puis c'est important, si quelque chose semble trop beau pour être vrai, souvent, c'est pas vrai. En 2019, là, dans la société qu'on vit aujourd'hui, là, il n'y a pas de... Le Père Noël, là, il n'existe pas, là. Il n'y a pas personne qui va passer chez vous là, pour vous faire un chèque de 10 000 $, puis ça ne marche pas. Là. La fraude sentimentale, rencontre Internet, rencontre sur Internet, des sites de rencontres, des réseaux sociaux, déclare rapidement ses sentiments, offre des cadeaux, fait des plans d'avenir. Après plusieurs jours, voire des mois, il vous fait part d'un besoin urgent d'argent pour payer billets d'avion, avocat, frais de santé. Vous allez vous faire berner, là, vous allez penser que vous êtes tombé en amour, vous avez trouvé la perle rare que vous n'avez jamais trouvée dans votre vie. Puis, il va vous chanter la pomme, peu importe. Puis, à un moment donné, là, quand il va sentir que c'est le temps, il va vous envoyer une patente que ça y prend de l'argent. Ça, puis dans ce temps-là, là, ça sonne des cloches. Il va souvent vous demander de garder le secret, OK? Parce qu'il est mal de vous demander ça et il veut vous garder le secret parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre vous dise « Hey, réveille, là. » C'est ça qu'il ne veut pas, là. Le monde qui se font prendre, là, c'est pas des gens, comme on pourrait dire l'expression, c'est pas des niaiseux, là. C'est pas tous des niaiseux, là. Moi, j'ai des gens, tu sais, je nommerai pas de nom, là, mais il y a des gens, là, très bien connus, là, dans le milieu, là, qui se sont fait prendre, là. Que vous feriez tout qu'un saut, là. C'est des manipulateurs vraiment, vraiment d'expérience, là. Fait qu'ils ont la parole facile, ils vont vous dire les bons mots pour vous faire croire n'importe quoi. Il y en a vraiment des experts là-dedans, là. Comment se protéger de ça? Encore une fois, rendez le moins accessible possible vos renseignements personnels. Méfiez-vous si un individu déclare être présent à l'étranger. Parce que souvent, on va voir ça, vous allez rencontrer quelqu'un sur Internet, puis à un moment donné, pour en revenir à ce qu'on disait tantôt, c'est que, tout d'un coup, là, il est rendu à l'extérieur. Il a fait un voyage, puis là, il a besoin d'argent. Là, il est mal pris. Là. Fait que, tu sais, là, ça, c'est un son de cloche là, à avoir. Là. Puis n'envoyez jamais d'argent à un individu qui vous sollicite et que vous n'avez jamais rencontré en personne. Pour en revenir à l'individu qui va être parti en voyage à l'extérieur, puis que là, ça fait une secousse que vous parlez avec, puis ça va bien, puis là, exemple, il dit qu'il demeure au Québec, puis ou dans votre région, puis éventuellement, vous pensez peut-être le rencontrer, puis, tu sais, lui, il va dire souvent, des fois, qu'il reste pas loin de chez vous, tu sais, vous êtes, mettons, de Saint-Félicien, bien, il va peut-être rester à Alma ou au Roberval, ou, fait qu'il va, éventuellement, il va avoir une rencontre de possible de fête, puis là, tout d'un coup, il est en voyage, là, en France, là. Puis là, il est mal pris, puis il a besoin d'argent. Puis là, il veut vous envoyer de l'argent, puis souvent, ça va être fait par Western Union, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît un peu la façon de payer Western Union. C'est une façon d'envoyer de l'argent n'importe où dans le monde, mais c'est fait de façon anonyme. C'est que la personne qui reçoit l'argent n'a pas... on n'a pas à s'enregistrer, à se déclarer. Fait que l'argent qu'on envoie de cette façon-là n'est pas retraçable. On n'est pas capable de retracer les gens qui reçoivent l'argent. Fait que, au départ, si à un moment donné, quelqu'un vous demande d'envoyer de l'argent par Western Union, ça sonne des cloches, là, OK? Parce qu'il ne veut pas être retracé, là, il ne veut pas être retraçable souvent. Fait que là, pour en revenir à la personne que vous avez rencontrée, il est rendu en France, il a un problème, il n'est plus capable de revenir, il s'est fait voler son passeport, peu importe, il a besoin de 1 000 $,
puis là, il veut que vous y envoyiez ça par Western Union. Ça, là, c'est un gros drapeau rouge, là. Ça ne marche pas. L'arnaque informatique, OK, parce que on peut se faire également arnaquer au niveau de nos ordinateurs, de nos appareils électroniques, c'est un fait. Souvent, il y a des fois un technicien qui peut vous solliciter. Votre ordinateur a un problème. Il va vous proposer des services pour le nettoyer ou le réparer. Il prétend être engagé par une compagnie reconnue et légitime comme Microsoft. Tu sais, des fois, on va se faire approcher par courriel ou des fois, ils vont nous appeler. Des fois, ils vont vous appeler. Ils vont dire, on travaille pour Microsoft puis, ou pour telle compagnie, puis votre ordinateur, on a décelé qu'il avait un problème, puis on peut vous aider. Ils vont vous demander d'installer un logiciel pour avoir accès à distance à votre ordinateur. Parce que ça existe, là. Des logiciels pour contrôler d'autres logiciels à distance, ça existe. Puis il y a des compagnies qui opèrent même dans la région. OK? Ce n'est pas nécessairement tout le temps frauduleux, là. Sans être obligé de se déplacer, ils vont être capables de rentrer dans votre ordinateur puis d'aller vous déboguer. Hein? Il y en a peut-être entre vous qui touchent à l'informatique. Ça ne fait pas si longtemps que ça. C'est assez complexe pareil. Vous n'avez pas été élevé là-dedans. C'est une belle porte pour se faire frauder également. Si c'est une compagnie reconnue qui opère dans votre municipalité, puis elle offre ce service-là, bien, ils vont le faire d'une façon professionnelle. Ils vont vous demander un mot de passe pour rentrer, ils vont vous demander d'installer un petit logiciel pour leur permettre d'aller dans votre ordinateur. Ensuite de ça, ils vont tout enlever. Après, ils vont vous dire comment faire pour tout enlever après qu'il s'aille passer pour pas que lui ait accès à nouveau. Puis normalement, là, regarde, je ne vous dis pas de ne pas le faire parce que ça peut se faire de façon sécuritaire avec des personnes que vous connaissez, des commerçants que vous connaissez, mettons, du coin, ça c'est correct. Mais on a vu ça beaucoup, que c'est du monde qui vont vous appeler, qu'on ne connaît pas, qui vont offrir leur service souvent. Ce n'est pas vous qui le sollicitez. Là. Quand on ne le sollicite pas, il y a problème souvent. Là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous êtes sur un site, puis là, il y a une fenêtre qui apparaît. Toum! Là, vous êtes victime d'un logiciel malveillant, puis là, ça vous pop, puis là, vous tombez quasiment sur le dos. Puis là, il y a un décompte là, qui est mis, là, qui vous dit, là, hey, là vous avez tant de temps, là, puis là, ça va pirater votre ordinateur, puis ça, là, on voit ça régulièrement, là, OK? Souvent, des fois, il va y avoir des hyperliens qui vont vous dire, cliquez là, puis ils vont vouloir vous vendre un logiciel, OK? Il y a un côté de la fraude que c'est pour vous vendre des affaires. Ça va popper, ça va vous dire « Hey, là, ton logiciel il est contaminé. Il faut absolument que tu décontamines ça, ça presse. » Ils vont vous envoyer sur un lien. Puis là, ils vendent un logiciel à 150$, comme par hasard, puis là, ça va tout vous nettoyer ça. Ça, là, embarquez jamais là-dedans. C'est de la vente frauduleuse. C'est pour vous faire vendre un produit que vous n'avez pas de besoin. Des fois, ça va popper, ça va vous dire que ça prend le contrôle de votre ordinateur. Puis, il faut payer pour débarrer tout ça. Ça arrive, OK? Puis ça arrive, puis des fois, c'est le cas, là. Des fois, on va cliquer sur des affaires, puis ça va bloquer notre ordinateur. On a fait rentrer un logiciel malveillant malencontreusement. On l'a ouvert en pensant que c'était d'autres choses. Ce qui m'amène à vous dire, ne cliquez jamais sur des liens que vous ne connaissez pas. Si quelqu'un vous envoie un courriel, puis il y a quelque chose d'attaché, puis que ça vous dit de cliquer dessus. Si vous ne savez pas c'est quoi, cliquez pas dessus, parce que souvent, des fois, vous allez ouvrir un virus. Fait que si jamais ça vous arrive, à un moment donné, que vous ouvrez un chose de même, puis ça vous dit tout est bloqué, tout est jammé, là, il faut vous payer, il faut vous envoyer tant d'argent à telle place pour qu'on vous débloque votre ordinateur. Premièrement, envoyez jamais d'argent. Jamais. Parce que si vous envoyez 100$, ils vont vous en demander 200. Vous en demandez 200, ils vont vous en demander 1000. À partir du moment où ils savent qu'ils sont capables de jouer avec vous puis de vous demander de l'argent, puis vous allez en envoyer, ils vont vous en demander tout le temps plus. Fait que vous ne touchez à rien. Puis dans le meilleur des cas, vous emmenez ça à un technicien informatique. Que lui, là, il a les appareils pour, puis il va essayer de voir qu'est-ce que Quand tu as un bon logiciel antivirus, normalement, tu n'as pas ce problème-là. Hein? Ça m'emmène à vous dire, protégez-vous comme il faut au niveau de vos appareils. Un logiciel qui est à jour, qui fait les mises à jour, un logiciel antivirus. Normalement, quand vous avez acheté vos appareils, ils vous en ont fourni un. Il va se mettre à jour normalement. Assurez-vous que la mise à jour est faite. Normalement, vous n'avez pas supposé avoir de problème. Mais si ça arrive, bien, faites rien, envoyez pas d'argent à rien, puis emmenez ça chez le docteur informatique, comme on dit. Il est plus facile d'accès de notre docteur. Après ça, si on vous contacte pour vous dire que votre ordinateur a un problème, ne répondez pas. Protégez votre ordinateur
de façon adéquate, antivirule, anti-espion, coupe-feu. La fraude des grands-parents, spécifique aux aînés. C'est quelqu'un qui prétend être votre petit-fils, votre petite-fille ou tout autre membre de votre famille qui vous contacte. Il affirme avoir un besoin urgent d'argent. Soit qu'il s'est fait arrêter, il y a eu un accident dans une autre ville, il doit payer sa caution ou encore ses frais d'avocat, puis il vous demande de vous rendre dans une succursale d'une entreprise de transfert de fonds, exemple comme Western Union, on parlait tantôt. Il peut avoir un complice qui vous appelle ou vous rencontrera et prétendra être un policier ou un avocat rendant le tout crédible. Il peut prétendre être un ami et venir récolter l'argent. Il insiste pour que vous gardiez le secret et que vous n'informiez pas les autres membres de votre famille. Un exemple, un jeune qui va appeler sa grand-maman, c'est ton préféré qui parle. Fait que là, lui, il nommera pas son nom. Hein? Il va vous appeler, c'est ton préféré qui parle. Puis là, ben vous allez nommer votre préféré, ou en tout cas, vous allez en nommer un ou deux. Il va graber ça comme étant de l'information bien importante, parce que là, il vient de se créer une identité que lui n'avait pas. Fait que là, si vous dites c'est Guillaume, ben oui, il va dire, ou Alexandre, il va dire oui, c'est Alexandre. Puis là, il va dire je suis dans le pétrin. Le pseudo-Alexandre va informer sa grand-mère qu'il vient d'avoir un accident, puis qu'il a été blessé. Il y a des gens qui sont détenus au poste de police, puis qu'il faut qu'il verse une caution de 4 000 pour être libéré. Il lui demande de lui avancer l'argent sur le champ, de lui confier le numéro de carte de crédit. Je te rembourserai aussitôt que je serai sorti de ce mauvais pas promis. Pourquoi que ces personnes-là vous ciblent en particulier? Parce que au niveau des moyens financiers, c'est peut-être un mythe que les personnes âgées, ils ont bien de l'argent, ils ont fait de l'argent toute leur carrière, puis là, ils sont à leur retraite. Vous avez des valeurs, comme je disais tantôt, de politisme et de confiance. C'est que, oui, vous autres, vous avez passé une partie de votre vie que ces valeurs-là sont importantes. La confiance, fait que le monde vous fait confiance, fait que vous ne voulez pas les décevoir. Vous êtes moins enclin à dénoncer. Souvent, vous ne vous sentez pas en confiance, fait que souvent, vous ne le direz pas. Puis comment vous protéger de ça? Vérifiez l'identité de la personne, posez des questions personnelles. Alexandre, là, vous y avez lancé ce nom-là, il l'a pris. Posez-y des questions. Alexandre, là vous allez être capable, là, Alexandre, c'est quoi le nom de ta mère? Là, vous venez de le déculotter de là. Demandez-lui un numéro de téléphone où vous pouvez le rappeler. Souvent, il ne vous en donnera pas. Puis appelez un membre de votre famille pour valider. Fait que si c'est Alexandre, bien là, si c'est votre neveu, bien appelez votre fille, puis Alexandre, il est où? Bien, il est en train de dormir dans sa chambre. N'envoyez jamais d'argent par voie électronique sans avoir vérifié la véracité de l'histoire. C'est important, vérifier. Vous ne passerez pas pour une mauvaise personne parce que vous vérifiez. Vous allez juste vous assurer. Puis si c'est vrai, ça peut arriver que ce soit vrai. Un coup, vous allez tout avoir fait des vérifications. Puis si c'est vrai qu'Alexandre est dans le trouble, puis vous décidez de l'aider de façon consentante, il n'y a pas de problème. Mais au moins, après ça, vous allez pouvoir y dire, bien, gars, Alexandre, nous autres, on se fait frauder souvent les aînés. Puis moi, il fallait que je vérifie si c'était vraiment à toi, parce qu'il y en a plein de monde que je connais qui se sont fait frauder, puis il va être bien content que vous l'ayez sorti du trouble. C'est un exemple que j'ai envoyé de l'argent à un garçon qui était mal pris en Colombie, qui s'était fait voler. Puis j'ai utilisé MoneyGram. Ça, c'était pas avec le bureau de poste. C'est pas, pour la retenir, c'est pas Telegram, c'est MoneyGram. Moi, j'ai envoyé l'argent avec un mot de passe. J'ai averti au téléphone mon garçon à l'autre bout qui avait du mot de passe, puis ça avait très, très, très bien été. Il y a des frais, mais ça avait super bien été. Tous les bureaux de poste dans le monde qui participent de façon instantanée, ils ont l'argent à l'autre bout. OK, c'est bon à savoir. Je ne savais pas. C'était la caisse qui m'avait dit, essaye ça, ouais. Puis ça avait très bien marché. J'avais envoyé un montant, mettons, de 500 $. Il y a des frais. Mais des fois, c'est mieux de payer des frais. Oui. Puis être sûr que l'argent se rend. J'étais sûr dans quel organisme que je l'envoyais. Puis à l'autre bout, ça y prenait. J'étais au téléphone. Je savais que c'était lui. Puis ça avait super bien été. Interac sont rendus beaucoup en ligne. Fait qu'à partir de nos institutions financières, on est capable d'envoyer de l'argent via Interac. Ça se fait très, 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 très bien. Puis avant, je pense qu'il y avait des frais. Je pense qu'il n'y a même plus de frais. Là. Fait que, il y a des moyens de transférer de l'argent effectivement plus sécuritairement. Puis pour terminer, la dénonciation, l'importance de signaler une fraude. C'est important pour votre entourage, pour sensibiliser le monde, puis protéger les autres. Si on dénonce jamais, bien,
ça reste toujours caché, puis le monde ne le savent pas dans votre entourage que vous avez eu une fraude, vous avez eu une tentative de fraude. C'est important parce que ça montre aux autres, gars, ça existe, là, tu sais, là, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui se fait frauder, bien, vous allez être bien content de le savoir, parce que là, ça va dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, vous dites, oh, ça peut arriver dans le coin. Fait que ça va vous sonner des cloches, vous allez être sur vos gardes. Si vous ne dénoncez pas, personne ne le sait, bien, tout le monde pense qu'il n'y a pas de fraude, puis ça n'arrive pas. Ensuite de ça, le signaler au centre antifraude. Il y a un centre antifraude du Canada, eux autres, ils répertorient toutes les fraudes, puis c'est eux autres qui font le suivi des fraudes les plus importantes. Puis quand, à un moment donné, ils sont capables, au niveau de la GRC, quand c'est des fraudes qui viennent d'un autre pays, bien, eux autres, là, quand ils répertorient toute l'information, puis ils sont capables de faire des actions ciblées dans certains pays. Fait que c'est important qu'eux autres soient au courant de la fraude que vous avez eue. Les policiers, bien, nous autres, c'est important également de savoir qu'est-ce qui se passe pour être capable, premièrement, d'avoir des statistiques puis d'être capable de faire de la prévention sur ce qui arrive. Puis comme on disait tantôt, c'est pas nécessairement un fraudeur d'un autre pays, OK? Ça peut être un fraudeur qui vient de la région, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, là. Les institutions visées, c'est important parce qu'eux autres, là, pour qu'ils prennent les mesures nécessaires, fait que c'est important que les institutions le savent. Pour essayer de contrer ça de l'autre côté également. Tout le monde dans sa vie, là, à un moment donné, se fait frauder à petite échelle ou à grande échelle. On regarde, c'est la nature humaine. Il ne faut pas avoir honte de ça. C'est pas grave. Tu sais, ça arrive. Il y a des fraudes là, qui sont tellement bien faites que n'importe qui se ferait prendre. Au départ, quand on est victime d'un acte criminel, il y a des organismes qui sont là pour nous suivre dans nos démarches. Les centres d'aide aux victimes d'actes criminels sont là. Eux autres, ils vont être là pour vous accompagner, pour vous aider dans ce processus-là. C'est très important que ça soit connu. Mais si vous craignez d'avoir des représailles parce que c'est quelqu'un que vous connaissez, bien, à ce moment-là, c'est important de communiquer ou de donner l'information à votre corps de police. Oui, dénoncer, mais si vous dénoncez et vous avez des représailles, c'est pas tolérable. Puis nous autres, en tant que service de police, on va s'occuper de ça en priorité, là. On va s'assurer de votre sécurité à 100 % en tout temps. Ici, le numéro de la Sûreté du Québec, tout le monde le connaît, 310-41-41. Ça, c'est un numéro vraiment, c'est provincial. Peu importe où vous vous trouvez au Québec, vous faites ce numéro-là, puis ça va s'en aller directement à la centrale la plus proche. 911, c'est plus pour en cas d'urgence, là. Mais contactez votre police de service local. Puis communiquer avec votre institution bancaire ou de crédit. C'est important, là, si vous faites frauder via une institution financière, c'est important qu'ils l'apprennent le plus rapidement possible pour bloquer vos comptes, pour arrêter vos cartes de crédit, puis pour stopper un peu la fraude, là. Fait que c'est très important parce que si vous faites frauder votre carte de crédit, puis un mois après, vous appelez votre banque, puis vous lui dites « Ouais, le mois passé, je me suis fait voler ma carte de crédit », puis que là, votre compte est rendu à 110 000 en dessous. Ça peut arriver qu'ils ne vous trouvent pas drôle. Puis faire un signalement au centre antifraude. Ça, le signalement au centre antifraude, là, c'est pas nécessairement si vous avez été fraudé, puis vous avez mettons, perdu de l'argent ou des fois juste des tentatives. Tu sais, là, il y a quelqu'un, là, exemple, vous recevez un courriel que vous voyez très bien là, que c'est un courriel frauduleux. Là. Vous n'embarquez pas là-dedans, vous n'envoyez pas d'argent, vous ne faites rien. À ce moment-là, nous autres, en tant que service de police, on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de venir nous avertir de ça parce qu'il y en a des dizaines. Nous autres, on n'ouvrira pas nécessairement un dossier parce qu'il y a quelqu'un qui vous a envoyé un courriel en vous demandant de vous connecter puis que ce courriel-là, ce site-là, il est frauduleux. Si vous n'envoyez pas d'argent, si vous n'avez pas de perte financière, nous autres, on n'ouvrira pas nécessairement un numéro de dossier. OK? Sauf que au centre antifraude, eux autres, là, ils vont répertorier tout ça. Eux autres, c'est important que cette information-là, ils l'aient. Il y a un domaine aussi que vous n'avez pas parlé dans l'extorsion, là, même si c'est peu courant à notre âge, là, c'est la sextorsion. Effectivement, j'en ai pas parlé, puis encore une fois, ça arrive à de nombreuses reprises, à chaque année, puis dans nos municipalités ici, là. Moi, j'en ai enquêté de nombreux dossiers à ce niveau-là. Juste pour vous en parler bien vite fait, là, qu'est-ce que c'est, là? Exemple, c'est qu'on va rentrer en contact avec vous, souvent par les réseaux sociaux.
c'est des comptes souvent qui sont frauduleux, qui ne sont pas vrais. Parce que, comme on disait tantôt, c'est facile d'aller sur Google Images puis prendre une photo de n'importe qui, hein, ou n'importe quel site Facebook, puis on fait copier-coller d'une photo de profil, puis on se crée un compte avec un autre nom, puis on a une nouvelle identité qui n'est pas la nôtre, puis après ça, on fait des demandes d'amis à des gens, puis c'est facile, ça se fait beaucoup. Ensuite de ça, bien, ce qu'on voit au niveau de la sextorsion, comme M. disait, c'est que ces gens-là vont vous approcher, puis là, bien, mettons d'une cinquantaine d'années, souvent, vont se faire approcher par une fille, mettons, de 25-30 ans, qui est assez belle. Fait que, mais en arrière de la fille de 25-30 ans, souvent, c'est probablement pas ça, là. C'est probablement un monsieur, probablement de son âge également, là, ou peu importe, là. C'est un fraudeur. Mais il va avoir l'identité ou le profil d'une jeune fille de 20-25 ans. Puis là, ben, il va y avoir des discussions qui vont être faites, des messages qui vont être envoyés en privé. « Salut, comment ça va? » Puis « T'as de l'air intéressant. » Puis « Je reste dans le coin. » Puis peu importe, c'est des fraudeurs professionnels. Ils vont vous dire les paroles que vous voulez entendre. Ils vont réussir à vous enjôler. Le but, c'est d'avoir des photos ou des vidéos de vous autres dans des positions ou dans en petite tenue ou pour vous faire chanter par la suite. Puis là, je vous dis, là, des dossiers, on en a plein. Moi, je suis à Dolbeau, là, puis on en a plein des dossiers. Puis la jeune fille, elle va vous emmener, elle va essayer de vous emmener sur des plateformes d'échange vidéo ou des photos. Puis, elle va commencer à se dévêtir, puis là, elle va vous demander de faire pareil. Puis, fait que là, à un moment donné, bien là, quand vous allez être dévêti, vous allez avoir les culottes baissées, elle, là, ça va s'arrêter là. Puis là, ça va dire, tu viens de te faire pogner. J'ai la photo de ton pénis, puis si tu ne m'envoies pas 1000 piastres d'ici demain, tous tes contacts vont avoir la photo. Puis là, je vous le dis, il envoie la photo. Si jamais ça vous arrive, si jamais vous vous embarquez dans une situation que quelqu'un d'autre a des photos de vous, puis qui vous demande de l'argent, la première affaire, n'envoyez jamais une scène. Parce qu'eux autres, si vous êtes une victime, puis qu'ils voient qu'ils sont capables d'avoir de l'argent de vous autres, ils vont vous en demander encore plus. Vous envoyez 1000 piastres, hop, on vient de pogner une victime qui est prête à tout faire pour pas qu'on va y en demander un autre 1000, puis un autre 1000, puis ça finira plus, au départ. Puis il y a un petit truc que je vous dis, si jamais ça vous arrive, dites à vos proches que vous vous êtes fait pirater, puis que s'ils reçoivent quelque chose qui vous concerne, de ne pas l'ouvrir. C'est un virus. Parce que si jamais le fraudeur, lui, il décide qu'il envoie ça à vos proches, bien là, vos proches vont avoir peur de l'ouvrir parce qu'ils vont penser que c'est un virus. Fait que c'est un petit truc que je dis comme ça, là. Puis nous avertir le plus vite possible, nous autres, pour qu'on soit capable de contrer ça puis de faire enlever ça le plus rapidement possible. Mais effectivement, monsieur, sextorsion, ça arrive beaucoup. On aurait pu en parler pendant la journée au complet. C'est tellement vaste, mais l'important, c'est de se protéger, puis faire attention, sécuritaire. Puis comme ça, normalement, on va essayer de limiter les dommages. Merci tout le monde.